Le plus gros défi aujourd'hui qu'on a dans les mines en tant que RH, mis à part évidemment l'accompagnement, la gestion des ressources humaines, c'est trouver les talents locaux, compétents. J'aimerais qu'on soit capable aujourd'hui d'avoir des mines où on n'a pas besoin de forcément recruter des experts. Chaque employé, chaque candidat à la recherche d'un emploi devrait de façon prioritaire s'informer sur la nature de l'environnement, la culture d'entreprise, comment les choses se passent là-bas. La culture d'entreprise, c'est la façon dont une entreprise décide de se définir par des actions envers les employés. Il faut être capable de vraiment faire un choix de carrière qui rentre en complémentarité avec qui on est. Parce que quand les difficultés arrivent, quand les challenges arrivent dans le marché du travail, si déjà au départ tu te forces, mais qu'en plus tu dois gérer les difficultés, tu vas pas t'en sortir et tu vas abandonner. Dans les mines, il y a une femme qui a le talent de vous regarder avec les yeux du cœur et qui peut détecter votre potentiel et les niveaux que vous pouvez atteindre au-delà de ce que vous dites et présentez comme apparence. Depuis plusieurs années, elle s'attelle à valoriser l'humain au-delà des titres et des salaires. Son métier est parfois mal compris, souvent critiqué et même dénigré. Mais aujourd'hui, notre invitée, Madame Olivia Yapobi, va nous faire découvrir l'essence du métier de responsable des ressources humaines. Ou plutôt aujourd'hui, on parle de responsable du capital humain. Et je suis sûre qu'à la fin de cet épisode, vous aurez un regard plus bienveillant sur les RH. Allez, soyez prêts, on décolle maintenant pour un voyage jusqu'au cœur des mines. Bonsoir Olivia, Bonsoir Laure. comment tu vas? Très bien, et toi-même? Je vais très très bien, par la grâce de Dieu. Super. Je suis très contente de t'avoir ici. Je me disais, il faut bien qu'il y ait quand même une personne des ressources humaines qui Effectivement. vienne nous expliquer beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mm. Et puis nous aider aussi, voilà, à peut-être réorienter notre façon de penser vis-à-vis des ressources humaines, vis-à-vis de nos managers et de nos collègues. Tout à fait. Et voilà pourquoi est-ce que je t'ai invitée. Je suis très contente que tu aies accepté. Écoute Laure, le plaisir est partagé. J'ai été très enchantée de voir donc ton invitation. Le secteur des mines, c'est un secteur aujourd'hui qui prend de plus en plus de place en Côte C'est d'Ivoire. ça. Et je pense qu'on a tous notre place. Et si je peux apporter du savoir, des connaissances, des conseils à tous ceux qui vont nous écouter, c'est un plaisir pour moi d'être là également. D'accord, merci infiniment. Et on va commencer par savoir qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors donc, je suis Olivia Yapobi, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Je viens d'une famille de 3 filles. Et donc, ce que je peux dire sur moi, en tout cas qui pourrait intéresser notre public, c'est que j'ai grandi pour la majeure partie de ma vie au Canada, à Montréal. Ok. Plus précisément, j'ai fait 20 ans là-bas. Donc, Waouh. j'ai eu mon bac au Canada, j'ai fait mon université au Canada. J'ai vraiment, on va dire, la première partie de ma vie de jeune adulte s'est fait là-bas. Ok. Donc, je me suis construite là-bas. Je suis même, on va dire, ivoiro-canadienne. Donc, et je suis D'accord. revenue donc, en Côte d'Ivoire il n'y a pas très, très longtemps. Donc, en termes D'accord. d'études, je suis allée à l'Université de Montréal, également à HEC Montréal. J'ai étudié Ok. en relations industrielles. Et donc, c'est un genre de bachelor où on a un mélange, on va dire, de ressources humaines, de psychologie, d'économie du travail. D'accord. Et c'était un bachelor qui était très, très, très pratique, concret, où j'avais des cours où on faisait même de la sélection de CV. On était vraiment dans un environnement très, très pratique. Et Ok. c'est ce que j'ai aimé, en fait, dans mes études à HEC et à l'Université de Montréal. Mhm. Donc, j'ai commencé à travailler tout de suite après parce que j'avais un stage, en fait, de perfectionnement à la fin de mon bachelor. D'accord. Donc, j'ai commencé à travailler directement dans une entreprise de manufacture. Enfin, manufacturier, c'est comme ça qu'on dit au Québec. D'accord. Et donc, très vite, je me suis retrouvée à travailler avec 1000 ouvriers. Je venais juste de Waouh. commencer. La deuxième semaine, j'ai ma DRH qui n'était pas là. Donc, je me suis retrouvée dans un monde que je ne connaissais pas et j'ai dû apprendre tout de suite. Et donc, je Waouh, suis... c'est ça. j'imagine. Donc, je suis de nature assez débrouillarde, hein. Pour Ok. moi, il y a des solutions à tout. C'est vraiment C'est mon ça. tempérament. Je suis Madame Solution. Donc, j'ai commencé tranquillement à faire mes preuves comme ça, à apprendre. Et donc, j'ai gravi les échelons petit à petit. En termes de carrière, donc j'ai vraiment travaillé un peu dans différents types de secteurs, dans les télécommunications, Mhm. dans le marketing. Ok. J'ai travaillé dans l'informatique juste avant de rentrer au Canada. Donc là, je te donne un gros, gros résumé. D'accord. Mais j'ai travaillé pendant, on va dire, une dizaine d'années au Canada. Ok, avant Voilà. de revenir. Avant de rentrer.
avant de rentrer. D'accord. Donc, ça m'a permis évidemment de développer mon anglais, donc de parler anglais parfaitement, de comprendre un petit peu c'est quoi le monde du travail au Québec, au Canada, et puis de prendre surtout toute l'expérience que je devais prendre de cet environnement-là avant de rentrer. Donc, moi, c'était D'accord. une certitude que je devais rentrer chez moi parce que je savais que D'accord. la valeur ajoutée que j'aurais pu apporter, c'était pas au Canada. Au Canada, on aurait pu me remplacer 15 fois, mais c'était important de revenir en Côte d'Ivoire, d'autant plus que j'avais eu un enfant entre-temps et c'était OK. primordial pour moi qu'elle grandisse dans un environnement où elle était en fait avec des gens qui lui ressemblaient, où il y avait la famille, D'accord. etc. Donc en 2019, je décide de revenir en Côte d'Ivoire. OK. Voilà. Donc je suis rentrée et j'avais décroché un emploi. J'ai eu la chance de décrocher un emploi avant de venir. Donc tout était un peu plus facile. Quand je suis arrivée, j'ai travaillé dans un cabinet de recrutement pendant à peu près, on va dire, 1 an. Le temps de OK. me remettre un petit peu sur le marché du travail, connaître un peu les clients, avoir la cartographie en fait, du marché du travail dans tous les secteurs. C'était important pour moi de me replonger à ce moment-là. OK. Et là où l'importance du réseau va être bien, c'est, lorsque j'ai rencontré celle qui m'a mis en contact avec, la vice-présidente des ressources humaines de l'entreprise, de la première entreprise minière dans laquelle Mmh. j'ai travaillé. OK. Donc c'est une dame qui m'avait contactée déjà peut-être 2 3 ans voilà, en avant, Mmh. pour m'offrir une opportunité pour aller travailler à Abidjan. Mais je n'étais pas prête à rentrer à ce moment-là. Mais j'ai gardé le Ah! contact avec elle sur OK. LinkedIn quand il y avait des opportunités, voilà. Et quand je suis rentrée, elle m'a contactée, elle m'a dit: «Ah, il y a une dame qui cherche quelqu'un qui est en RH, qui parle parfaitement l'anglais et voilà, qui serait intéressée à avoir ce poste, dans les mines au niveau de la formation, du recrutement et cetera». J'ai dit: «Beh, écoute, ça tombe bien, je cherche une opportunité» et c'est là où justement s'est faite, ma première expérience dans les mines. OK. Voilà, donc j'ai D'accord. travaillé dans une multinationale, qui était bien positionnée en Afrique de l'Ouest et Mmh. c'est vraiment là-bas que j'ai découvert le monde des mines. J'ai trouvé ça incroyable, Waouh! génial, différent. C'est vrai que j'ai travaillé dans différents types de secteurs, mais c'est vrai que les mines dans mon pays en particulier, c'était différent, surtout dans la on va dire dans la région ouest africaine puisque je OK. travaillais également au Sénégal, Mmh. au Burkina Faso, et donc ça m'a permis de voyager, de comprendre un peu ce secteur qui m'était inconnu, hein. Comme vous savez, notre premier président n'a pas tout de suite voulu parler des richesses Mmh. qu'on avait en Côte d'Ivoire en termes d'or, mais c'est C'est là où ça. vraiment j'ai fait tout mon apprentissage. La vie sur les mines, les voyages en avion, et surtout la place des ressources humaines, en fait, dans ce monde et à quel OK. point c'était important pour ce secteur-là d'avoir des gens, Mmh. qui comprenaient leur réalité. Parce que la vie sur les mines, je pense que Laure, tu connais Si, bien, si. donc les rotations, la conciliation famille-travail, Oui. donc voilà, je pense que c'est le début, on va dire, de mon aventure dans les mines, Mmh. et puis voilà, le reste, c'est sûr, je te laisse peut-être venir vers moi avec des questions si tu en as. Oui, waouh, c'est un parcours impressionnant. Félicitations Merci, déjà. C'est vrai que tu merci. continues, mais déjà, c'est assez impressionnant. Moi, je veux savoir pourquoi est-ce que tu as choisi les ressources humaines, en fait? Alors les ressources humaines m'ont choisie et c'est ce que je OK. dis la plupart du temps, aux gens. Mmh. Comme j'ai eu la chance de faire mon parcours en fait, au Canada, je me Mmh. rappelle que quand j'étais en première ou même en terminale, Mmh. je ne savais pas trop comment m'orienter parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, j'avais 2 ans d'avance. Ils OK, commencent 2 ans plus tard. Donc je me d'accord. suis retrouvée limite à 15 ans Mmh. où j'étais en terminale, quoi. Et D'accord. donc, je me suis dit: «Mais moi, je ne suis pas prête à faire un choix de carrière à ce moment-là. Je sais même pas encore qui je suis» et donc on m'a conseillé d'aller voir, justement quelqu'un qui allait m'aider à faire un choix de carrière. OK. Donc ce qui s'est passé, ce que j'ai trouvé génial à l'époque, c'est que j'ai rencontré un conseiller pédagogique. Ce conseiller pédagogique-là qui me sort le rapport du test psychométrique et qui me dit: «Je pense que si vous choisissez une carrière dans les ressources humaines, ça pourrait être intéressant parce que votre profil correspond en fait aux traits principaux qu'une personne devrait avoir pour exceller dans ce domaine». Ah, Et je me rendais compte que quand il faisait la lecture, en fait, du profil, c'était moi. C'était moi dans mmh, mes relations personnelles, dans mes mmh, relations avec mes amis, dans mes relations avec les parents. J'avais quand même le cœur sur la main, c'est ça. j'étais généreuse et surtout, j'avais une très bonne capacité d'écoute. OK. Et donc ça faisait du sens. Mmh. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes applications pour l'université et que je me suis lancée en OK. ressources humaines. Je me suis dit: «Oui, pourquoi pas?» Voilà, donc je j'ai appliqué, j'ai fait, voilà, toutes mes études dedans Mmh. et je me suis rendu compte et jusqu'aujourd'hui, je me dis: «Mais j'aurais pas pu faire autre chose, quoi». C'est ça. C'est et souvent je dis aux jeunes que je rencontre, dans les journées carrières, dans les Mmh. salons de l'emploi que il faut être capable de vraiment faire un choix de carrière qui rentre, en complémentarité avec qui on est. C'est Parce que ça. c'est plus facile
d'assurer une stabilité, une longévité dans sa carrière Mhm. quand on fait un travail, mais que c'est pas forcé et C'est que c'est ça. naturel. Oui, Parce que quand les difficultés arrivent, quand les challenges arrivent dans le marché du travail, si déjà au départ tu te forces, mais qu'en plus tu dois gérer les difficultés, tu vas pas t'en sortir c'est et tu ça. vas abandonner. C'est Mais quand ça. tu sais que tu as été faite pour ça et que c'est vraiment ta voie, les difficultés, tu les gères différemment. Donc Mhm. vraiment, je trouve que c'est important de vraiment savoir comment choisir sa carrière. Et moi, j'ai eu la chance, en fait, C'est ça. voilà, parce que je me sens bien dedans. J'ai des retours positifs des gens avec qui j'ai travaillé. Je suis à l'écoute. Je vais toujours un peu plus loin que Ok. ce que mon rôle me demande, parce que c'est important d'avoir une écoute sur le lieu du travail, quelqu'un qui va t'accompagner, t'orienter, te guider et Mhm. surtout te faire voir des aspects, en fait, que ce soit de ton plan de carrière, de ton Mhm. développement de compétences, de la promotion que tu pensais avoir Mhm. et de tout ce qui a trait avec le marché du travail et ton Mhm. poste, en fait, dans ton entreprise. C'est bien d'avoir quelqu'un de bienveillant, mais en Mhm. même temps, évidemment, qui travaille pour l'entreprise, C'est qui est ça. là pour les deux. Ça doit C'est être du ça. 50-50. Donc Ok. voilà un peu comment est-ce que j'ai fini par choisir les ressources humaines. Et je voulais rebondir sur le conseiller pédagogique. Je pense qu'il nous faut ça en Côte d'Ivoire, en Afrique, parce que effectivement, quand on est, moi je prends mon exemple, hein, tu sais pas comment t'orienter quand tu es en première terminale. Mhm. Peut-être que tu seras inspiré par un aîné, quelqu'un que tu as vu, que tu as rencontré, mais tu ne choisis pas parce que ça résonne au fond de toi ou que tu connais ton profil exactement. Et si on a des conseillers pédagogiques ici, ça va aider énormément de jeunes. Ah, franchement, c'est bien ce qu'ils font au Canada. D'accord. Parlons de ton métier. Dis-nous, s'il te plaît, qu'est-ce que font réellement les ressources humaines? Parce que chacun a sa définition des ressources humaines. On va dire non, c'est ceux qui nous donnent notre salaire, qui nous payent notre salaire, c'est ceux qui nous recrutent, mais réellement, c'est qui le gestionnaire du capital humain? C'est Mhm. qui? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la gestion des ressources humaines, elle se définit en différentes branches. D'accord, D'accord? Donc, la première branche, c'est qu'on a la partie sur la compensation et les bénéfices. Donc, tout ce qui est d'accord, salaire et avantages sociaux. d'accord. D'accord? Donc, ça, c'est une spécialité à part. On a la spécialité sur le recrutement. Donc, quelqu'un qui sait comment détecter les talents à distance, qui va suivre un Ok, processus de recrutement en bonne et due forme. ok, On a la partie sur le développement des talents. Donc, une fois que tu as recruté ton talent, tu le développes comment à l'interne? Tu lui ok. donnes quelle formation? D'accord? Ensuite, il y a la partie sur les salaires. Donc, Mhm, définir les salaires, faire des benchmarks à l'interne mhm, et à l'externe. Est-ce mhm. que par rapport à mes compétiteurs, je paye bien mes employés? C'est Donc, ça. il y a toute une approche, toute une analyse salariale qui est faite Mhm, pour qu'on puisse bien définir donc le salaire qu'on doit donner à la recrue mhm, par rapport à son niveau d'expérience, par rapport à ses prétentions salariales et par mhm. rapport à ce qu'on retrouve sur le marché. Donc ça, Ok, c'est vraiment la partie sur les salaires. ok. Et il y a aussi la partie un peu plus légale. Donc, le code du travail ivoirien, il dit quoi? Qu'est-ce que je fais quand j'ai, par exemple, une dame qui va aller en congé de maternité? Comment j'applique cette loi-là au sein de Ok. mon entreprise? Donc, un responsable des ressources humaines, c'est quelqu'un qui a les compétences et l'expérience nécessaires pour mettre en application chacun des périmètres que j'ai mentionnés tout de suite là. Ok. Voilà. D'accord. Donc, en fonction de la structure de l'entreprise dans laquelle tu es, tu vas avoir des entreprises qui vont pas rentrer en profondeur dans ces différents périmètres-là. Ils vont survoler. Tu vas avoir des parties où le talent development n'existe pas parce qu'effectivement, en Afrique de l'Ouest, pardon, tout ce qui est développement du talent, ce sont des nouvelles notions. Ok. D'accord? Donc, tout ce qui est plan de relève. Et Mhm, qu'est-ce qu'on fait? Évaluation annuelle de la performance. Comment est-ce qu'on la définit? Il y a mhm, des entreprises qui vont un peu plus loin, il y en a d'autres, ça n'existe pas forcément bien. mhm. Donc, un gestionnaire des ressources humaines, c'est quelqu'un qui doit s'assurer de recruter la bonne personne, Ok. bien la développer, bien la former, bien la payer Mhm. et qui est garant de, on va dire, la stabilité et de la progression de l'employé au sein de l'entreprise, Ok. tout simplement. Après, il y a différents types de ressources, de gestionnaires et ressources humaines. Il y en a Mhm. qui vont être un peu plus orientés sur le droit. Il y en Ok. a pour qui le développement des talents est important. Donc, tu vas voir qu'ils sont un peu plus orientés là-bas. Et je dis souvent qu'il y a les DRH policiers. Moi, je suis DRH. Tu n'as pas le droit de faire ci. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et pour moi, c'est pas mauvais, mais mon profil de DRH, j'aime bien le dire, je suis un DRH qui est plutôt à l'écoute. Je Mhm. pense que mon expérience au Canada fait que je suis moins orientée sur, on va dire,
l'image qu'on a où le DRH doit forcément être le policier. Mhm. Si. Voilà. Pour moi, c'est une question de leadership. Mhm. Il suffit que tu saches comment parler à ton employé. Mhm. Le reste va suivre. Il C'est faut ça. savoir écouter, mais il faut aussi savoir quand il faut donner des mesures disciplinaires, Mhm. quand on a affaire à des employés qui ne respectent pas, par exemple, le règlement intérieur ou bien qui C'est ça. commettent des fautes. Mhm. Il faut savoir agir quand il le faut, en fonction du code du travail, en fonction du règlement intérieur, en fonction de la philosophie de l'entreprise et de la culture. Mais en même temps, il faut savoir être là pour l'employé, le guider, le conseiller, parce qu'ils ne savent pas tout. Il y a C'est ça. aussi souvent, on va dire, une politique interne qui n'a pas de nom. Et en fonction de la capacité de l'entreprise à communiquer, l'employé peut ne pas savoir ce qui se passe dans son environnement C'est et ne ça. pas toujours poser les bonnes actions. Et ça peut souvent les mettre en difficulté. C'est ça. Donc, une bonne responsable des ressources humaines, c'est quelqu'un qui a les yeux ouverts, surtout qui suit ses employés au jour le jour, qui s'intéresse à eux, à la maison, au travail, et qui les accompagne, en fait, que ce soit parce qu'on doit donner un conseil ou bien parce qu'on doit dire, attention, sur cette action-là, tu n'as pas fait ce qu'il faut, je te conseille de faire X, Y, Z choses. Donc, pour moi, c'est comme ça que je vois un peu un responsable des ressources humaines. Ok, et quelles sont les valeurs, oui, les valeurs et les compétences Mhm. que doit manifester ou développer une personne qui gère les ressources humaines? Pour moi, c'est quelqu'un qui doit avoir la capacité à être ferme, Ok, rigoureux, mais avec la façon. Donc, d'accord. quelqu'un qui a de l'empathie, quelqu'un qui est capable de se mettre à la place de l'employé à qui il parle, Mhm. quelqu'un qui a une bonne compréhension du profil. Ok. Et c'est là où des fois le côté psychologique, surtout quand tu veux bien jouer ton rôle, rentre en compte, Mhm. tu t'adaptes à la personne qui est en face de toi. Mhm. Donc, écoute active, empathie, Mhm. il faut une certaine rigueur, parce que moi, je peux rigoler avec toi à midi, mais quand on revient sur le Je sais. plancher, je te dirai ce que tu as bien fait ou pas, et on va avancer par rapport à ça. Mhm. Donc, voilà. Donc, je reviens en résumé. Donc, écoute active, Mhm. empathie, rigueur, respect de l'autre. Et je pense la volonté de vraiment être là pour l'employé et le faire grandir. À partir du moment où ton DRH a la volonté de d'accompagner, Mhm. de faire grandir son employé, le reste devient une évidence. Ok. Mais quand on n'a pas ça, je pense qu'on a peut-être des objectifs différents au sein de l'entreprise. C'est là où ça commence à devenir un peu compliqué. Mhm. Voilà, donc c'est ce que je dirais. Parlons de ça. Tu parlais d'accompagner les employés. Est-ce que dans les formations que vous suivez, il y a un aspect relatif à reconnaître les symptômes des personnes qui ont des challenges avec leur santé mentale? Parce que dernièrement, il y avait la journée mondiale de sensibilisation sur la santé mentale. Et le plus souvent, il y a des employés qui vivent des burn-out, ce genre de choses. Mais en entreprise, les ressources humaines n'ont pas forcément les outils qu'il faut pour identifier ce qui se passe. Et ce qui va se passer, c'est que l'employé va plutôt être catalogué. On va vouloir le renvoyer parce que peut-être il n'arrive plus à délivrer. Donc, est-ce que vous avez ces formations-là ou bien est-ce qu'il faut aujourd'hui que les ressources humaines puissent être formées pour cela, en fait? Mhm. C'est une très bonne question. Alors, c'est vrai qu'on est dans des pays africains où la santé mentale, c'est encore un sujet qui est un petit peu tabou, C'est ça, mais bien existant. c'est Surtout ça. dans les secteurs comme les mines où Oui. le rythme est extrêmement élevé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que on est arrivé au stade où, de façon systématique, un responsable des ressources humaines va demander à suivre une formation pour détecter tout ça. Ça fait partie de la formation que le DRH a suivie dans le passé. Ok. Ça fait partie aussi de son expérience. Est-ce qu'il s'est déjà retrouvé dans des environnements où l'entreprise mettait ça en avant, de Ok. façon même à trouver le temps de détecter? Parce que ça implique quoi? Ça implique que le DRH doit être suffisamment présent C'est pour ça. pouvoir détecter des signes avant-coureurs. Et c'est pas toujours évident hein, avec le temps qu'on a, etc. L'autre chose aussi j'aimerais préciser, c'est que si en tant que DRH, ce ne sont pas des aspects importants pour toi, tu prendras pas le temps C'est de clair. te concentrer pour les voir venir. La plupart du temps, ce qu'on voit, c'est quand le burn-out est déjà lancé, C'est quand la ça. personne a déjà été détectée, qu'elle t'envoie ton mot du médecin pour dire je suis off pour les 6 prochains mois. C'est Mm. à ce moment-là que le DRH prend des fois conscience qu'il y a quelque chose. Mm. Si le diagnostic est fait un peu plus tôt, ça dépendra de la philosophie de l'entreprise et de la Mm. culture de l'entreprise. Mm. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je pose une action maintenant? Est-ce que j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là? Je rencontre même
l'employé, je lui conseille d'aller voir un psychologue parce que pour moi, en entreprise, dans mon environnement, c'est important. Mhm. Donc, il y a énormément de facteurs qui vont impacter la façon dont on va gérer la santé mentale au bureau. Moi, je suis dans une entreprise aujourd'hui où la philosophie est très orientée sur l'humain, sur l'employé. Donc, on a effectivement célébré même, enfin, on n'a pas célébré, mais hein, on a eu des activités parce que c'était important de mettre la main sur la santé mentale C'est ça. au travail. On a eu des conférences avec des docteurs Ah, pour mais c'est qui nous bien. posaient des questions sur comment est-ce qu'on se sentait. Mhm. Est-ce qu'on se sentait à l'aise de parler de nos problèmes si jamais ces problèmes-là sont personnels? Mhm. Parce qu'on peut avoir des problèmes personnels qui impactent notre vie professionnelle Mhm. et ça peut devenir difficile de gérer notre quotidien. On peut avoir des problèmes au travail avec un patron, mais on ne peut pas le dire parce que voilà, on ne se sent pas à l'aise, etc. Donc, on a créé une plateforme pour que chacun puisse s'exprimer. Ce n'est pas le cas dans Bravo. toutes les entreprises. Franchement, c'est pas le cas Ce n'est dans pas toutes le les... cas. Donc, du tout. je pense que chaque employé doit se dire qu'il est responsable de Mhm. sa santé mentale. C'est ça. On prend soin de sa santé physique, mais la santé mentale est d'autant plus importante parce que si mentalement on n'est pas bien, ça impacte tout de suite l'aspect physique. Donc, je pense que jusqu'à ce que les entreprises prennent cette responsabilité-là vraiment à cœur, si tu es dans un environnement où ça n'existe pas, toi-même, prends ton courage à deux mains, essaie de te dire stop quand tu vois que c'est un peu trop, demande de l'aide au niveau de ton département RH, regarde ce ils sont prêts à t'offrir. S'ils ne t'offrent pas grand-chose, tu peux aller à l'extérieur, voir un psychologue pour qu'on puisse te donner les outils pour t'aider. Mais c'est vrai que la question n'est pas, on va dire, résolue à 100% dans C'est notre ça. environnement de travail en Afrique de l'Ouest. C'est vraiment du cas par cas, Mhm. entreprise par entreprise, Mhm. culture d'entreprise par culture d'entreprise. Si tu as la chance de travailler dans un environnement où c'est des sujets qui sont très importants, crois-moi que tu vas le sentir. Et voilà, c'est un peu comme ça que je vois ça. En tout cas, bravo pour ton entreprise. Là où tu es actuellement, moi, c'est un sujet qui est très personnel. Et voir qu'il y a une entreprise minière en Côte d'Ivoire qui déjà met le doigt sur ça et sensibilise, c'est tellement important. Et en tout cas, félicitations. Merci, c'est gentil. Et tout à l'heure, tu as parlé de culture d'entreprise. Moi, je Mhm. veux comprendre ce que c'est. Parce que avec l'expérience que j'ai eue, je me suis rendu compte qu'il y avait la culture dite, Mhm. celle qui est affichée, on va dire, voilà, les valeurs, etc. Et puis, il y a celle qui est non dite, Mhm. qui est cachée, je ne sais pas, mais sur laquelle on vous juge, on vous évalue de manière très subtile. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que peut-être ça va aider les employés à mieux comprendre le système dans lequel ils sont et puis à savoir comment s'adapter et puis évoluer sereinement. D'accord. Alors, il y a beaucoup de couches à la question que tu as posée. La D'accord. culture d'entreprise, on va dire, c'est vraiment l'ensemble des valeurs qui définissent un environnement de travail. Ok. D'accord? Mhm. Et donc, chaque employé, chaque candidat à la recherche d'un emploi devrait, de façon prioritaire, s'informer sur la nature de l'environnement, la culture d'entreprise, comment les choses se passent là-bas. Et des fois, Ok. c'est des choses très simples. Mhm. D'accord? Est-ce que dans cette entreprise, on te dit que les heures de travail, c'est de 8 heures à 17 heures? Est-ce que dans ton environnement, on va venir regarder si à 7h59 tu as ton bureau? Mhm. Est-ce qu'on va venir compter ton heure de pause? Mhm. Est-ce qu'on va te dire, ah, elle est partie à 16h52 au lieu de partir à 17 heures? Mhm. Est-ce que c'est des choses qu'on va regarder ou on fait confiance plutôt à l'employé? On se Mhm. dit, tes heures de travail, c'est de 8 heures à 17 heures. Respecte ces heures-là et surtout, atteins les objectifs qui te sont assignés par jour. Tu devrais être responsable de la charge de travail que tu as. C'est ça. On te fait confiance. Ça, Ok. c'est déjà un exemple en deux types de cultures d'entreprise différentes. C'est clair. Est-ce que dans mon entreprise, on m'offre le déjeuner tous les midis? Ou je dois acheter moi-même mon déjeuner à midi? Mhm. D'accord? Mhm. Est-ce que dans mon entreprise, on offre des voyages à celui qui a eu la meilleure performance cette année? Mhm. Mhm. Donc, la culture d'entreprise, c'est la façon dont une entreprise décide de se définir par des actions envers les employés, par la façon dont on gère les employés, par ce qu'elle veut mettre en avant ou pas. Ok. Et donc, pour moi, le conseil que je donne, c'est que c'est vrai, sur papier, il y a ce qu'une entreprise, comment une entreprise se définira en termes de culture. Mhm. Il y a ce que les employés qui sont déjà là-bas vont Mhm. vivre en tant que culture. C'est ça. Et puis, il y a ce que tu ne sauras pas que tu vas découvrir tout de suite.
C'est ça. Voilà. Donc, pour moi, peu importe euh, l'environnement de travail dans lequel tu te retrouves, que tu as choisi, il y a un côté où tu dois forcément t'adapter. Parce que tout n'est pas rose, C'est tout n'est pas ça. parfait. Moi, je suis responsable ressources humaines, je veux venir, je veux te recruter, je vais te Mhm. dire toutes les belles choses. C'est Mais il ça. faut avoir la capacité aussi de dire les choses qui sont peut-être moins bien. En Mhm. fonction de ton CV, je vois, ah, c'est important quand même que je précise que les week-ends ici on travaille parce que je regarde un peu, C'est je ça. l'écoute, ça peut ne pas la convaincre. Je ne vais Mhm. pas te laisser venir, te faire croire qu'on ne travaille pas samedi et puis Mhm. finalement on travaille. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui vont définir la culture et je pense que c'est la responsabilité de chacun de faire ses recherches. On est en Côte d'Ivoire. Tu connais au moins une personne ou deux personnes qui soit sont déjà passées là par cette entreprise Mhm. ou qui y travaillent déjà. Ok. Va sur LinkedIn, regarde leurs activités, les publications, qu'est-ce qu'ils font pas. On sait dans quel environnement est-ce que les gens ont l'air d'être bien et dans Mhm. quel environnement les gens ont l'air de ne pas du tout être bien, d'être malheureux, etc., etc. Ça se sent et c'est ça la culture d'entreprise. Waouh. Et justement, est-ce que en disant ça, tu donnes en même temps la réponse sur cette culture on ne dit pas, qui est très subtile et sur laquelle on juge, c'est ça, hein, que tu expliques en disant que, par exemple, en demandant aux employés, on saura en fait cette culture qui est très subtile et qui n'est pas dite. Hmm. Je pense qu'il y a ça dans toutes les entreprises, Ok, quelque part, à un ok, certain degré. ok, D'accord? Parce que tu arrives à un moment T au sein d'une entreprise où tes exigences et tes prérequis sont remplis. Tu ok. intègres l'entreprise. Mhm. Mais il peut y avoir des changements au niveau du management, C'est ça. des changements au niveau de la gestion, de la façon dont est-ce qu'ils veulent gérer les choses. Les Mhm. actionnaires peuvent changer. Et donc, il y a certaines décisions qui peuvent être prises qui vont venir impacter cet environnement en fait de travail. Donc, ça fait que euh, dans toutes les entreprises, il va y avoir peut-être un petit aspect que tu n'avais pas vu, qu'on ne t'avait Mhm. pas dit, Mhm. qui vient d'arriver, sur lequel tu vas devoir t'adapter. Ça ne Ok. peut pas être parfait à 100%. Et Mhm. même si après un an, tu es content, tu es joyeux, tout va bien, Mhm. la deuxième année, ça peut changer. C'est ça. Donc, en réalité, ce petit 10% que tu n'auras pas vu, qu'on t'aura pas dit, là, maintenant, ça devient ta responsabilité de pouvoir t'adapter tant et aussi longtemps que tes limites en tant que personne ne sont pas franchies, ne sont pas atteintes. Ok. Il y aura toujours un petit travail d'adaptation à faire Ok. au niveau de chacun. Tu peux changer de patron après un an. Et Mhm. là, tu étais l'employé le plus heureux du monde. Là, ta vie a changé. Tu rentres à la maison, c'est la catastrophe. Ton mari ne te reconnaît pas, tes enfants ne te reconnaissent pas parce qu'au travail, ça devient un calvaire. Tu C'est ne ça. t'entends pas avec lui. Donc, tu passes de l'employé le plus heureux à l'employé le plus malheureux, pas parce que l'environnement a changé, mais parce que ton patron a changé. C'est Donc, ça. ça, c'est quelque chose qui était nouveau, qui arrive aussi, qui peut impacter dans l'environnement de travail. Donc, pour moi, euh, lorsque tu te rends compte que il y a ce petit truc-là que je ne savais pas, Mhm. allie-toi à des personnes de confiance qui étaient là avant toi, C'est ça. qui vont être capables de te dire ici, là, voilà comment on fait. Mhm. Tu vas à gauche, attends un peu, abaisse-toi, mets-toi à genoux, remonte. Parce Mhm. que eux sont là depuis. Et quand tu crées des relations de confiance avec les gens, ils vont t'amener petit à petit à naviguer à travers cet inconnu que tu ne savais pas, de façon à toi-même trouver, on va dire, ta vitesse de croisière et puis retrouver ta stabilité. Mais Mhm. c'est important d'avoir des gens de confiance quand tu arrives, parce que tu ne peux pas tout savoir. C'est ça. Ça me rappelle un ancien responsable que j'avais et qui me disait, enfin, lui, il le pratique. Quand il arrive dans une nouvelle entreprise, il est toujours, c'est dit, il se lie d'amitié avec trois personnes stratégiques. Une personne des ressources humaines, Mhm. une personne des finances et une personne du mining, des opérations. De sorte à ce que, tu vois, si tu veux, les ressources humaines, les finances et le mining, c'est vraiment les points clés, voilà, les départements clés dans le domaine des mines. Et c'est toujours ce qu'il fait, à chaque fois. Et ce que tu dis est tellement vrai. Et tu as parlé au départ, quand tu parlais du responsable des ressources humaines, tu disais qu'il fallait trouver le bon profil, le bon employé. Comment est-ce que vous arrivez? Peut-être que la question est peut-être large, mais comment est-ce que vous faites pour trouver le bon employé? Je fais ça depuis une quinzaine d'années. C'est C'est toujours un plaisir quand j'ai un poste et que je dois trouver la pépite rare. On finit toujours par trouver le bon employé. d'accord. Toujours.
Toujours, toujours. Alors, j'ai toujours eu la chance d'avoir travaillé dans des entreprises où on avait le choix. Donc, on avait OK. quand même un vivier assez intéressant, des candidatures assez intéressantes, donc qui nous permet vraiment d'aller chercher la pépite. Donc, pour moi, je suis spirituelle, hein. Donc, OK. je me dis toujours que la personne même est choisie avant qu'on commence le processus, puisque ça fait OK. partie de son histoire. C'est C'est ça. juste qu'on attend que nos chemins se Mmh. croisent. C'est ça. Même s'il y a 400 CV, Mmh. tu te dis, tu vas pas être pris dans les 400, c'est toi qui vas avoir le poste parce que c'est ton moment à toi. C'est ça. Donc, quand je rentre dans un processus de recrutement et Mmh. que je suis arrivée à ma shortlist, comme on dit, ma première sélection, Mmh. en règle générale, je sais déjà qui va être choisi. OK. En règle générale, je sais parce que en fonction du poste, D'accord. en fonction du contexte, par rapport à la raison pour laquelle on recrute, D'accord. en fonction du hiring manager, la Mmh. personne qui recrute le Mmh. patron, Mmh. et l'équipe. Quand on a donc sur le CV le niveau d'expérience, le niveau académique, le parcours de la personne et Mmh. on finit par la rencontrer et qu'on échange, Mmh. en général, quand on a fini de voir 3 personnes, on sait déjà qui va avoir le poste. Oui, Waouh! oui, ça. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est intelligence artificielle, les nouveaux types de tests psychométriques, on arrive à pousser encore plus loin pour Waouh! confirmer les choix qu'on a pu développer avec tout ce qui était manuel avant. Avant, il n'y avait pas tout OK. ça. Donc aujourd'hui, en entreprise, on a des tests psychométriques qui nous Mmh. permettent même de définir le profil comportemental du patron qui C'est recrute. ça. On définit le profil du candidat et on fait une corrélation entre les deux pour voir les zones grises. Au cas où, par exemple, cette personne, ce candidat vient à être recruté, quels seraient, par exemple, les points d'amélioration et qu'est-ce qu'il faudra suivre comme conseil pour que la relation entre les 2 soit la meilleure. Donc OK. sur 4-5 candidats, on a le profil de chacun, on a la corrélation avec le patron, on voit déjà où ça va marcher, où ça va pas marcher. Et en règle générale, on fait ce test-là après même avoir déjà rencontré les candidats. Donc ça vient confirmer ce qu'on avait déjà anticipé. Waouh! Voilà. Donc après, c'est vrai que ça peut ne pas être ça parce que quand nous, on finit notre partie sur les entretiens, les étapes d'entretien, les tests, il y a quand même la rencontre avec le patron qui peut dire, C'est moi, je veux ça. celui-là. Non, mais moi, mon travail, c'est de te dire, moi, j'ai étudié dedans, je fais ça depuis 15 ans, je connais le secteur, Mmh. c'est cette personne que tu devrais prendre. Donc, je fais mon rapport, je te dis pourquoi tu devrais prendre cette personne. Si tu ne la prends pas et que tu veux prendre quelqu'un d'autre, je te mettrai, on va dire, les points de vigilance OK. sur pourquoi tu prends cette personne-là. Fais attention à ça, ça. Parce que moi, je te déconseille, mais si tu veux aller là-bas, tu... Donc, on a toutes sortes d'outils, on a l'expérience, on a la connaissance du secteur, et ça devient pour moi une évidence de recruter, en fait. Plus OK. je sais pas combien d'entretiens j'ai dû faire en 15 ans. Et donc, il y a un réflexe qui vient. Et puis, il y a surtout un petit clic qui se fait entre toi et la ressource. Tu sens que elle va venir s'asseoir, mais tranquillement dans ton environnement et elle va apporter quelque chose de positif. Donc, c'est l'instinct, c'est l'expérience, un peu de test psychométrique pour confirmer où on veut aller, et puis la conviction que la personne va ajouter de la valeur. C'est passionnant, hein. Oui, j'adore. Et qu'est-ce qui se passe le plus souvent quand, c'est vrai que tu as dit que si le manager, qui veut recruter ne choisit pas la Mhm, proposition, mhm, tu peux faire peut-être des recommandations. Mais comment on se sent en tant que, ressources humaines? Quand on a fait le recrutement, on est sûr que c'est cette personne-là et que le manager ne la choisit pas finalement. Comment est-ce qu'on se sent? Comment est-ce que mhm. le plus souvent, tu gères ça? En réalité, je pense pas que ça m'est souvent arrivé. Parce OK, que le positionnement que j'ai eu l'habitude d'avoir, c'est que j'avais réussi à asseoir, on va dire, ma légitimité. Donc, OK, c'était facile de convaincre. Parce qu'il faut d'accord. créer aussi une relation avec le hiring manager et C'est lui ça, montrer que tu connais sa réalité. c'est Tu ça. connais son secteur, son environnement et surtout ses défis au quotidien. Mmh. Donc, une fois qu'il sait que tu connais sa réalité et que surtout tu comprends l'urgence de trouver la bonne personne, il se dit, elle va faire ce qu'il faut. Donc, en général, il y a aussi la construction de la relation avec ton hiring manager. Si ton C'est ça, hiring manager ne te fait pas confiance, c'est en ça. général, tu peux pas. Donc, c'est là où je dis les relations que tu crées en entreprise, que ce soit le gardien qui t'ouvre la porte le matin, Mmh. la dame qui te sert un verre d'eau à midi, ou même celui qui va couper les arbres, jusqu'au GM, jusqu'au... Ils ont tous une importance. C'est ça. Ils ont tous une importance. Donc, c'est vraiment créer la relation avec le hiring manager. Et même si on ne s'entend pas, on finira par s'entendre. Donc, j'ai jamais vraiment été dans des situations où il a dit il veut pas. Si tu veux le prendre, je te dis, mais vas-y, on fait un test. On se donne 3 mois et on regarde.
Mais en général, on s'entend toujours, puisqu'on est vraiment dans une collaboration. On est vraiment dans une collaboration et il y a des preuves, hein. On te fait un rapport C'est ça. d'entretien, on te fait des tests psychométriques qui te disent, vous devez aller vers celui-là. Et puis, il y a une évidence aussi, hein. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le secteur des mines, il n'y a pas des milliards je veux dire, les bons profils, ils ressortent tout de suite C'est aussi, ça. hein. C'est facile. Donc, tu dis, OK, lui, je le connais. Ou bien, tu fais aussi des recherches dans le réseau. C'est Mhm. ça aussi, hein. Tu vas appeler un de tes collègues qui travaille dans la mine d'à côté. C'est Celui-là, venir, qu'est-ce ça. que tu en penses? Se Et c'est parle. là où il faut être Mhm. bien avec tout le monde. C'est C'est ça. là il faut avoir des bonnes relations avec tout le monde parce que on a déjà entendu parler du profil, ou Mm. bien il a déjà travaillé chez le client, ou bien dans l'entreprise il y a peut-être 10 ans. On repart un peu en arrière, on fait des recherches et tout. Donc, on a la chance d'être dans un secteur qui est très petit, Petit, très si, si. fermé, mais en Mhm. même temps, c'est difficile de se tromper. À part quand on va plutôt sur des profils expats, par C'est exemple, ça. qui viennent de l'étranger, où on peut toujours faire des recherches, mais Heu, on essaie de notre mieux de ne pas se tromper. Quand on se trompe, en tout cas moi dans mes statistiques, en termes de taux de roulement, j'ai toujours réussi à réduire au maximum le taux de roulement, donc voilà, dans mon cas, ça Ok. s'applique pas trop. Excellent. Et là, on a parlé de recrutement. Maintenant, je veux qu'on parle de promotion. Oui. Quels sont les critères qui vont pousser un manager à accorder une promotion à un candidat, La à un employé, en fait? promotion, alors, la promotion, c'est vraiment lorsque il y a, dans un premier cas, une ouverture de poste, D'accord. une nouvelle ouverture, Mhm, et on a défini déjà, en fonction du plan, du succession plan, que mhm, celui-là, mhm, il avait déjà été ciblé mhm. pour pouvoir prendre la relève sur ce poste-là. Donc, on sait déjà que c'est lui. C'est ça. On l'a formé, on l'a accompagné, on lui a donné des formations, etc. Donc, la promotion se fait plutôt facilement, mais ensuite, quand même, le processus de recrutement, parce que on ne sait jamais, on C'est peut avoir des ça. surprises, mais il y a ce premier cas où il n'y a pas trop de discussion. On sait tous, tout le monde est aligné. Il y a le cas où on veut souligner les efforts de la personne. Ok. On estime que c'est le temps pour lui qu'il puisse monter en compétence. On veut lui donner Mhm, une chance. Son mhm, patron veut lui donner une chance. mhm. À ce moment-là, tout le monde n'est pas peut-être pas aligné, mais le patron, il va se battre pour sa personne. C'est C'est lui que ça. je veux. Je crois en lui. Il a fait ça, 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 ça. C'est lui ou personne d'autre. Et quand c'est comme ça, on essaie quand même de suivre le processus, mais on se rend compte que, franchement, avoir un N+1 qui croit en toi, peut-être que Mhm. tu n'as pas 100% des compétences, hein, C'est ça. mais il a tellement confiance en toi que finalement, toi-même là, tu te dis, OK, je dois faire ce qu'il faut pour arriver là où il me voit. C'est ça. Donc, on a ce type de promotion-là également. Après, il y a des promotions un peu politiques. Voilà. Il y a des C'est. promotions, voilà, on ne veut pas trop dire ça trop fort, Mhm. mais la réalité est que celui à qui on va donner une promotion, c'est celui qui aura su se positionner de la meilleure des façons, aux yeux Ok. du management, Ok. aux yeux de la direction, Mhm. aux yeux des décideurs au sein de l'entreprise. Moi, je peux arriver et je ne suis pas forcément compétente dans le sujet, enfin, par rapport au poste en fait C'est qui a été ça. publié, Mhm, mais mhm. on sent, ceux qui croient en moi au sein de l'entreprise sentent que ça là, je peux. Et ils Ok. vont faire ce qu'il faut pour me donner cette chance, parce qu'ils croient en moi, parce qu'ils me font confiance, et surtout parce qu'ils voient le potentiel. Et quand Ok. c'est comme ça, la personne va se dire, ils m'ont fait confiance, même si j'ai 50% des compétences, je vais me débrouiller pour avoir. Mhm. Donc, ça peut être ce genre de promotion, ou ça peut être d'autres promotions parce que on veut juste lui donner une promotion. Et quand c'est comme ça arrive sur ta table et puis tu avances, quoi. C'est la réalité du terrain. Et C'est c'est pas dans ça. une seule entreprise, hein. Si, Il si. faut être conscient que l'environnement professionnel politique existe. Mhm. Il Si, faut qu'on te si. voie sans trop te voir. Il faut que tu sois, on va dire, il faut que tu sois malléable sans trop être malléable. Ah oui, 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 c'est ça, exactement. Donc il n'y a Ça, pas, c'est être équilibriste, c'est être sage. Bon, ouais, être oui, sage. et tout le monde ne va pas être amené à se retrouver dans des situations pareilles, C'est mais une fois ça. que tu te retrouves dedans, il faut être très, très, très malin pour savoir comment faire. Voilà. Mhm. Si je donne un exemple, par exemple, on travaille avec des gens qui sont en Australie, le siège social est en Australie, Mhm. je fais partie de l'équipe finance, Mhm. on dit qu'il y a mon VP qui arrive, Mhm. en temps, c'est moi qui fais tout le travail. Mhm. C'est moi qui fais tout le travail, les rapports Mhm. mensuels, tout Mhm. ça. Et quand le VP vient, je suis enfermée dans mon bureau. Le VIP, il vient pour voir les équipes d'Abidjan. Toi, tu es enfermé dans ton bureau.
On ne te voit pas, on ne sait pas. On ne peut même pas mettre le nom sur le visage. Mais Ouais, c'est là où tu dois sortir de ton bureau, ouais, demander au VP comment il va, c'est ça. comment ses enfants vont, sa famille, Hmm, aller t'inspirer de son expérience, ok. parler de toi et avoir ce courage pour pouvoir échanger avec lui. Parce que Hmm, c'est comme ça qu'ils vont se rappeler de toi. c'est ça. Quand le moment va arriver de prendre une décision sur toi, ils vont être en Australie, ils vont être assis à une table là-bas. Là. Hmm, Personne ne te connaît, personne ne t'a vu, personne n'a parlé avec toi. En tant c'est toi qui fais tout le département. c'est ça. Mais c'est l'autre qui est à gauche là-bas, là, qu'on voit. C'est C'est ça. lui qu'on voit. C'est lui qui sait se démarquer. C'est lui qui est smart. Ouais. C'est lui qui a l'intelligence de la vie. C'est lui qui a le relationnel facile, qui n'a pas forcément toutes les compétences, mais qui réussit à se démarquer en fait. C'est Hmm, à lui on va donner la promotion. waouh. Parce qu'en Ça réalité, choque, mais c'est vrai. ça choque, mais c'est vrai parce qu'en réalité, on a besoin d'un go-getter, quelqu'un qui va trouver les solutions, C'est ça. quelqu'un qui ne va pas avoir peur, quelqu'un qui va gérer. Quand on dit c'est chaud dans le département là, on a besoin de lui. Mais toi, tu restes enfermé là-bas. Hmm, Comment on va faire pour voir que tu peux faire? Même si tu peux faire, on va te dire, mais lui, il sait faire. On va te dire, non, on ne le voit pas. waouh. Donnons la chance à celui qui se débrouille bien, qui se positionne bien, celui qui parle anglais. Parce qu'on est en Mhm. Côte d'Ivoire, quand même, Si, tout le monde n'est pas si. supposé parler anglais. Celui qui remplit toutes les cases et puis celui en qui on a envie de donner notre confiance. Ok. Donc, les promotions peuvent se décliner de mille et une façons. Mais à la fin de la journée, je pense que encore une fois, chaque individu est responsable du développement de sa carrière. Hmm, Peu importe qui sont les acteurs autour de toi, il faut que tu mettes tout en œuvre pour pouvoir avancer, progresser, développer tes compétences, demander conseil à gauche, à droite pour savoir comment avancer, te bâtir de bonnes relations sans faire pour autant du lèche-cul. Parce qu'il y en a c'est beaucoup ça, si, qui si. pensent que c'est systématiquement ça. Non. Mhm. Moi, je peux voir une dame qui m'inspire. Elle n'a même pas besoin de me parler même. Si elle me dit, Olivia, va, je vais me lever, je vais courir parce que elle inspire le respect. C'est ça. Voilà. Donc, il y a différents types de positionnement. Et puis, pour moi, voilà. En termes de promotion, c'est un peu ça. Waouh. Et justement, bon, avec l'expérience et ce que tu as expliqué, on remarque que, par exemple, ceux qui font le boulot, bon, pas ceux qui font le boulot, mais ceux qui font le plus le boulot, Mhm. qui se donnent à fond et tout, qui tiennent en griffe les départements, ils ont du mal justement avec cet aspect de se positionner, de partir, de networker, de se vendre même, on va dire ça comme ça. Comment est-ce que les ressources humaines peuvent les accompagner? Est-ce que ça fait partie des plans de développement ou bien non? Les plans de développement sont définis différemment. Est-ce qu'on peut les accompagner le plus souvent? Ça peut faire partie du plan de développement Ok. d'un candidat, d'un employé, ça peut. Mhm. Parce que si c'est la seule chose qui te manque pour aller au next step et que Mhm. tout le monde le voit, c'est sûr et certain qu'on va essayer de voir comment t'accompagner. Ok. Des fois, c'est pas si évident, mais c'est ce qui manque quand même. Et ça va se faire plutôt en one-on-one Ok. entre quelqu'un des RH et puis, voilà, cet employé qu'on aime bien, qu'on adore, mais on sent qu'il lui manque un petit quelque chose. C'est ça. Donc, après une discussion avec le patron qui nous a glissé un peu, un échange avec l'employé, on peut venir le voir pour dire, tu sais quoi, moi je pense que tu devrais faire ça comme ça. Sans pour autant parler de la discussion avec le patron, Hmm. mais il y a aussi cet accompagnement qui n'est pas officiel, Si, juste parce que si. tu as envie d'aider cette personne-là. Donc, vraiment, je ne pense pas qu'il y a euh, forcément une formule parfaite dans Si, certaines si. situations, mais je pense qu'en tant que responsable des ressources humaines, c'est une évidence. Ça fait partie de tes responsabilités, de ton rôle, puisqu'on parle de succession, plan de relève, succession plan, c'est ça, développement des compétences, et on est dans un secteur où les talents locaux manquent Mhm. sur le marché. Mhm. Donc, c'est tout à nos avantages, en fait, de développer les compétences qui ont du potentiel, qui sont là, qu'on peut accompagner. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde, en fonction de la personnalité de chacun. C'est Il y en a ça. qui sont timides, introvertis. La définition d'un travail bien fait pour eux, c'est d'être enfermé dans son bureau et puis C'est you ça. deliver, tu envoies tes rapports à temps, tu montres par exemple une erreur qui aurait pu être évitée, ce genre de choses. Tu es pratique, tu es technique, tu es concret, mais tu n'as pas le côté sociable. Ça veut dire que il faut le développer tout simplement parce que on est de plus en plus dans un environnement où juste bien faire son travail ne suffit pas. C'est ça. Tu fais bien ton travail, mais tu énerves les gens. Tu fais bien ton travail, mais dans tes relations avec les autres, tu énerves tout le monde. Mais il n'y a personne qui va te le dire. Le RH doit te le dire. Le RH doit te dire, viens, côté boulot, là, il n'y a rien à dire.
Mais si tu travaillais un petit peu plus sur ce côté-là, tu verrais que tu atteindrais peut-être des niveaux différents dans C'est ta ça. carrière. Parce que c'est vrai. On connaît tous des gens qui nous énervent, qui sont un peu trop durs, ou Mm. bien, mais on ne peut pas leur dire, c'est soit des patrons, c'est soit des gens qui sont à un certain niveau, tu ne peux pas leur dire. Mais Mhm. quand tu as la capacité de le dire, tu le dis. Mais c'est primordial pour tout le monde Mhm. d'avoir un minimum de visibilité au sein de l'entreprise, même à l'extérieur aussi. Sortir de sa coquille, c'est la meilleure des choses parce qu'on est dans un monde où LinkedIn, on voit un peu ce que chacun fait. Chacun se C'est... débrouille un peu à gauche, à droite. Mhm. Donc, tu es obligé, en fait, tout en restant toi-même, Mhm. de faire un peu pour montrer qui tu es, pour montrer ta valeur. Si en plus, tu te retrouves dans un environnement où c'est pas tes DRH qui ont envie de te dire tu es bon, tu es fort, C'est tu fais ça. quoi? Voilà. Waouh. Ça, c'est un vrai coaching. J'espère que ça va aider énormément. Je sais que ça va aider énormément de personnes parce que, tu vois, il y a beaucoup de questions qui sont venues inbox. Comment faire pour pouvoir avoir une promotion? Comment faire pour dépasser le plafond de verre? Comment, etc. et tout. Mais ce que tu dis là, c'est tellement important et voilà, ça me parle beaucoup. Super, tant mieux. En tout cas, merci. Ça, je sais que c'est un vrai coaching qu'on a reçu là et ça va aider énormément de personnes. On a fini la première série de questions. Là, on va passer à la deuxième série qui est dénommée En profondeur. Mm. Et je voudrais savoir quelle est ta plus belle rencontre dans ta carrière? Ta ou tes plus belles rencontres? Alors, c'est sûr que, étant un peu plus jeune au début de ma carrière, avoir fait la rencontre, on va dire, de superviseurs directs ou bien de hiring managers, de patrons qui m'ont pris un peu sous leurs ailes Ok. et qui m'ont montré un peu comment est-ce qu'il faut se positionner, comment est-ce qu'il faut travailler, des personnes qui m'ont inspirée. Je dirais peut-être la première année officielle après le stage dont je vous ai parlé Mhm. sur le marché du travail, c'est une dame qui m'a inspirée en fait par sa capacité à nouer des relations de proximité avec son personnel. Wow. C'est-à-dire que je l'admirais tellement sur son naturel, la façon dont elle gérait en fait les ressources humaines au sein de l'entreprise, parce qu'elle m'avait recruté elle-même, que je me suis dit non, il faut que je sois comme ça parce qu'elle a apporté de la joie, de la positivité, elle me disait comment faire telle chose, comment ne pas faire telle chose, au point où, après 6 mois, elle est partie de l'entreprise dans laquelle j'étais. C'était ma première expérience. Quand elle est partie, je l'ai suivie. Wow. À ce point-là, parce que je l'admirais trop, en fait. Et c'est pas forcément parce qu'elle a fait quelque chose d'incroyable. C'est juste qu'elle fait partie, en fait, de ces premières personnes que j'ai rencontrées, qui étaient un peu plus âgées que moi, qui m'ont vraiment montré la route. Et on s'est retrouvés, en fait, dans la même entreprise. Quand elle est partie, elle m'a recrutée, elle m'a suivie. Enfin, je l'ai suivie. Donc, je dirais que c'est la première personne que j'ai rencontrée, c'était encore au Canada, qui qui m'a vraiment marquée. Tu peux dire son nom si tu veux, Ah hein. oui, elle s'appelle Wendy Enriquez de Nissa. Je pense que Donc je peux voilà, faire salut, hein. une petite mention. On te salue depuis Abidjan. Mais en tout cas, sache que tu m'as vraiment touchée, tu m'as vraiment marquée. Et je suis sûre que là où tu es en ce moment, tu continues à le faire. Donc, il y avait elle. Et aussi, on va dire, quand je suis rentrée à Abidjan, c'est vrai que quand j'ai eu ma première expérience dans les mines, Mhm. euh, la vice-présidente ressources humaines de l'époque qui m'a recrutée, euh, elle m'a également marquée. Je pense qu'elle ne sait même pas ça aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui m'a touchée. C'est quelqu'un qui m'a donné envie, en fait, d'aller dépasser les limites pour elle. J'avais envie qu'elle soit fière de moi. J'avais envie qu'elle réussisse au sein de l'entreprise. Et elle avait une considération quand même pour l'humain, malgré les apparences. Et je suis sûre qu'elle va sourire quand je vais le dire. Malgré les apparences, qui considérait beaucoup l'humain. Moi, je parle beaucoup d'humain depuis, hein, C'est ça. parce que je suis quelqu'un qui est quand même orienté vers l'humain, parce que je pense Mhm. qu'il y a rien de plus important, surtout en tant que responsable ressources humaines, de considérer l'autre, C'est les ça. gens, les employés. Et elle a, pendant toute mon expérience, pendant tout le temps où on a travaillé ensemble, elle a toujours été là, elle m'a toujours considéré, m'a toujours boosté, et c'est quelqu'un qui m'a également marqué. Après, je te dirais que chacune des relations que j'ai nouées dans toutes les entreprises où je suis partie avec mon personnel, c'était pour moi des rencontres certes uniques, mais qui ont eu de la valeur. Ok. Parce que de savoir que j'ai dans les mains, on va dire, l'évolution de carrière de quelqu'un, accorde de l'importance. Mhm. Et souvent, même ma famille me dit, par exemple, je sais pas, je rentre du travail, il m'appelle, je décroche pas.
Parce que j'ai tellement parlé pendant la journée, j'ai tellement écouté, j'ai tellement donné de conseils que je leur dis: «Non, je ne peux plus parler, en fait». Donc ma famille sait que quand je rentre du travail, là, c'est ça sert à rien de Ah, trop de me parler parce que je me donne à 100%. 1000% même pour eux. Je peux jusqu'aujourd'hui, il y a des anciens collègues à qui je peux parler: «Comment ça va?» On a gardé le contact. mhm. Donc mis à part ces 2 personnes que j'ai citées, je donne aussi, hem, du crédit à tous ces salariés, tous ces employés que j'ai eu à accompagner qui, en réalité, moi aussi, m'ont apporté quelque chose. C'est ça. Donc je dirais ça comme ça. Waouh. Et quelle est la rencontre qui t'a donné le plus de leçons? Bon, je considère qu'il n'y a pas de pire rencontre. Mmh. Le plus souvent, je vais dire quelle est ta pire rencontre, mais en général, ce sont des rencontres qui nous donnent beaucoup de leçons de vie. C'est pour ça qu'on dit en profondeur. Ça, c'est plus que de la profondeur, ma chère Laure. Alors, je dirais pas qu'il y a forcément une personne en particulier. Je dirais plutôt que c'est quand le moment de prendre en expérience est arrivé pour moi, Mhm, je me suis retrouvée dans des situations où, faisant trop confiance à l'humain, mhm. heu, je me suis retrouvée dans des situations, en fait, qui n'étaient pas celles dans lesquelles j'aurais pu m'imaginer, en C'est fait. ça. Donc, quand tu vis des difficultés, que ce soit au travail ou bien même en dehors du travail et que tu te rends compte que là où tu es allé là, c'est pas là-bas que tu aurais dû partir. Waouh. Comment tu as fait confiance? C'est pas comme ça que tu aurais dû faire confiance. Tu as été un peu naïve, en fait. Et Mhm. je pense que au fur et à mesure de notre évolution professionnelle, c'est primordial d'apprendre des leçons. Je pense que si on n'en apprend pas, Oui, il faut qu'on puisse s'améliorer, en fait, c'est ça. en tant que personne, et les expériences vont t'emmener à le faire. Donc, pour ne peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais c'est juste que se dire que l'environnement professionnel dans lequel on est n'est pas toujours rose. Mhm. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours parfait. On peut pas forcément faire confiance à tout le monde. Tout le monde ne va pas forcément t'aimer, C'est mais ça. en revanche, tu dois toujours trouver la meilleure façon pour toi de continuer à avancer quand l'environnement te permet de le faire. Quand l'environnement te permet de le faire. Donc, c'est des leçons, comme je suis sûre que toi aussi tu en as Mhm. apprises. C'est ça. Euh, mais je suis quelqu'un de très, en fait, je suis une battante. Je me laisse pas aller comme ça. C'est-à-dire C'est que si ça. je suis tombée, c'est que vraiment la situation était hors de mon contrôle et je n'ai pas anticipé parce C'est que ça. je ne me laisse pas aller facilement, en fait. J'ai vraiment, mes limites sont quand même assez loin, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas eu vraiment des leçons tout au long de ma carrière où j'ai fait confiance à la mauvaise personne, Mhm. j'ai cru en la mauvaise personne, Mhm. ou bien j'ai trop pensé qu'un employé allait se remettre un petit peu, en fait, d'un parcours qui n'était pas forcément Mhm. bien. Mais je te dirais que c'est 5% de ma carrière où Ok. j'ai eu des mauvaises rencontres. 5%. Le reste, j'estime que ça a toujours été des leçons ou des choses qui m'ont apporté C'est à ça. moi-même. Voilà. C'est ça. Les rencontres, c'est toujours, qu'elles soient belles ou un peu compliquées, elles vont toujours nous aider à nous améliorer. Quelle est la situation qui t'a donné le plus de difficultés dans ta pratique des ressources humaines? Vraiment une situation, un cas particulier Mhm. qui t'a challengé. Un Un cas truc. garçon, comme on dit à C'est Dijon. ça. Alors, je te dirais que c'est une des fois où mes principes et mes valeurs en tant que RH, Mhm. en tant que personne même, ne matchaient plus. Enfin, matchaient, Ok. je fais un peu d'anglicisme, C'est si. excusez-moi, ne s'alignaient plus avec la philosophie et les valeurs de l'entreprise dans laquelle j'étais. Ok. Gros clash. Et quand c'est comme ça, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, peu importe comment tu le fais, ça passera pas. Et Ok. donc là, ça a été un choc pour moi, en fait, de me rendre compte qu'il n'y avait pas de solution à ce problème. Mais c'est pas possible. Il faut qu'on puisse régler. Non, c'est pas tout qu'on règle. Donc, je te Ok. dirais que pour moi, ça a été vraiment une situation surprenante, un peu difficile à gérer. Mais Mhm. au final, tu te rends compte que ce qui vient après Mhm. est toujours va toujours au-delà de tes espérances. Donc souvent, ce que je donne comme conseil aux gens, c'est quand tu penses que quelque chose n'est pas bon pour toi, Mhm. il faut avoir la capacité, la lucidité nécessaire pour te dire que si ça m'est arrivé maintenant tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Et étant quelqu'un de spirituel, c'est que Dieu permet des situations parce qu'il voit ce qu'il y a devant pour toi. C'est ça. Donc il faut vraiment avoir un bon support système. Mhm. Il faut avoir des gens en qui tu as confiance, qui vont te rappeler ta valeur, te rappeler qui tu es et te permettre de continuer pour avancer tout simplement, quoi. Waouh. Mm. Quelle est ta plus belle réalisation? Ma plus belle réalisation, je dirais que c'est d'avoir été en mesure, avec mon équipe,
de créer un département talent acquisition au sein de mon entreprise en bonne et due forme avec des principes. Je suis arrivée dans une entreprise où il n'existait pas en fait de département talent acquisition en tant que tel. Mhm. Surtout dans un secteur comme les mines, c'est pas Mhm. évident. Talent local content, il faut prendre des Mhm. nationaux, etc. Et donc, dans une entreprise qui était quand même assez grande, je pense que j'ai réussi à remporter le pari d'avoir pu mettre en place un département fonctionnel qui n'existait pas. Mhm. Donc, il faut développer la confiance de tes patrons. Il faut avoir le support des parties prenantes qui croient en toi, C'est qui ça. voient que tu sais ce que tu fais. Il faut avoir le soutien de tes équipes sans qui tu n'es rien. Mhm. Et surtout, il faut que ça roule. Il faut que les chiffres démontrent que tu sais ce que tu fais. Et que surtout, tu réussisses à recruter au bon moment sans que ce soit très long. C'est ça. Donc, on a réussi avec des politiques, avec des processus, avec du travail acharné pour faire des rapports mensuels. Bon, je pense que mon équipe se reconnaîtra, mais on a vraiment réussi à se battre et à mettre en place un département qui n'existait pas, qui aujourd'hui est fonctionnel, avec des gens qui y travaillent encore. Et pour moi, ça, c'était quand même une belle réussite. Bravo. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune fille de 15 ans, Mhm. Par rapport à sa vie qui s'apprête sa vie professionnelle? professionnelle. Alors, ce que je lui dirais, c'est de commencer déjà à se poser la question de savoir qui elle est en tant que jeune fille de 15 ans. Comment elle se définirait? Parce qu'aujourd'hui, je pense que si tu demandes à une jeune fille de 15 ans, définis-moi, dis-moi qui tu es, parle-moi de toi, tes qualités, tes défauts, elle aura déjà du mal. Donc, le plus tôt cette jeune fille commence à se poser des questions sur ce qu'elle est, le plus facile, ça sera pour mettre la main sur ce qu'elle souhaiterait éventuellement faire, même si c'est abstrait, euh, et qu'elle commence déjà à se projeter sur ce marché du travail, sur le monde professionnel. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Il y a YouTube. Tu peux déjà cliquer une vidéo pour voir, ben, un géomètre, il fait quoi? Si demain, je vais être médecin sur une mine, ça ressemble à quoi? Si je veux être infirmière sur une mine, ça ressemble à quoi? Si je veux être chauffeur d'opérateur, enfin opérateur d'engin lourd, par exemple, comment est-ce que c'est? Donc, tu as la possibilité aujourd'hui de te projeter facilement. Donc, pose-toi les questions à savoir qui tu es, qu'est-ce que tu aimes faire, et essaie de faire un lien entre ce que tu aimes faire et comment est-ce que tu pourrais en fait apporter ça dans le monde actuellement. Mhm. Donc, c'est vrai que elle est un peu jeune, donc il faut qu'elle ait un accompagnement. Toute seule, elle ne pourra pas avoir des indices clairs et concrets sur à quoi sa vie va ressembler. Moi, j'ai ma fille, je lui demande déjà même qu'est-ce que je fais. Elle réfléchit, tu fais mais tu recrutes des gens, mais tu gères des gens. Tu vois, donc c'est difficile pour eux. 15 ans, c'est quand même jeune. C'est sûr. Moi, quand j'ai dû faire mon choix de carrière en ressources humaines avec le conseiller, j'avais 15 ans, je ne savais pas. C'est ça. Donc, en réalité, c'est non seulement à la jeune fille que j'aimerais m'adresser, mais avec ses parents aussi. C'est ça. Ou avec la personne dans l'entourage qui comprend un peu c'est quoi un choix de carrière, qui va l'amener tranquillement à se découvrir elle-même, à voir, surtout à l'école, c'est quoi les matières dans lesquelles je suis forte. Mhm. Moi, je sais tout de suite quand je regarde les notes de ma fille qu'elle sera une scientifique. Mhm. Parce que le travail qu'elle fait pour réussir en français n'est pas le même que ce qu'elle fait pour aller en maths. Mhm. Donc, tu peux déjà, à travers les notes, à travers les facilités que l'enfant a, voir qu'est-ce qui sera facile pour elle. Donc, le choix de carrière, c'est surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, associer sa nature, ses réflexes qu'on aime de façon innée à un domaine qui correspond justement à ces réflexes-là et à cette nature-là. Donc, la jeune fille de 15 ans toute seule, non, mais accompagnée avec une grande cousine, une grande sœur, une maman. Là, je peux leur parler ensemble, mais qu'elle sache qu'il n'y a rien d'inatteignable. Si elle décide de faire quelque chose et qu'elle est bien accompagnée, qu'elle est motivée, elle peut le faire, surtout aujourd'hui où on a toutes sortes d'aides à gauche, à droite. Et j'espère qu'on aura de plus en plus de conseillers pédagogiques au sein des écoles C'est ça. pour aider ces jeunes filles-là à faire des meilleurs choix pour elles. Mhm. Waouh. Bon, moi-même, je suis enseignée. Alors, dis-moi, quel est ton rêve pour les ressources humaines dans les mines d'ici 5 à 10 ans? Comment est-ce que tu vois dans 5 10 ans les ressources humaines dans le secteur des mines en Côte d'Ivoire? Hmm, question En intéressante. profondeur. Très, très en profondeur. Alors, moi, je pense que le plus gros défi aujourd'hui qu'on a dans les mines en tant que RH, mis à part évidemment l'accompagnement, la gestion des ressources humaines, c'est trouver les talents locaux,
compétents. Ok. Parce qu'on est dans un secteur où on est obligé d'aller à Singapour, en Australie, en Chine, au Canada pour recruter des personnes qualifiées pour nous aider à travailler sur nos mines, alors qu'on pourrait facilement avoir des gens qu'on forme ici qui se seraient intéressés au secteur, qui auraient eu les compétences euh, qu'on peut accompagner dès maintenant. Et c'est un peu le travail qu'on est amené à faire dans les mines. C'est la sensibilisation à la réalité du secteur, la sensibilisation au fait que ce secteur existe, hein. Moi, quand j'ai commencé dans les mines, je ne savais pas qu'il y avait des mines dans mon pays. C'est ça. Donc, j'ai dû aller en arrière, essayer de faire une propre éducation personnelle pour comprendre où est-ce que les mines se trouvent. Donc, la petite fille de 10 ans pense pas aux mines. Donc, quand on dit qu'on veut beaucoup de femmes dans les mines ou qu'on veut même des hommes dans les mines, il faut qu'ils connaissent ce secteur. C'est ça. Il faut qu'on les sensibilise sur le secteur et qu'on puisse les encadrer, les former, parce que le secteur des mines, non seulement c'est passionnant, mais ça paye bien. C'est une réalité. Tu vas pas aller travailler, faire des études toute ta vie pour ne pas avoir un bon salaire. Donc, il y a la bonne façon d'attirer ces gens-là. Je pense que euh, j'aimerais qu'on soit capable aujourd'hui d'avoir des mines où on n'a pas besoin de forcément recruter des expats. Ok. Dans 10 ans, je sais qu'on ne pourra pas arriver aux 100% de locaux, mais qu'on puisse, en tout cas dans les fonctions support, où c'est déjà quelque chose qu'on essaie de faire à 100%, mais aussi dans les métiers techniques, Mhm. avoir des nationaux qu'on aura formés, qui sont formés déjà depuis peut-être 5-10 ans, et qui aujourd'hui peuvent diriger des mines. On a en tout cas des GM aujourd'hui que je connais qui sont ivoiriens. On a des femmes même qui aspirent à être mining manager, Mhm. qui sont des locales. Il faut qu'on apprenne à faire confiance à ces gens-là et qu'on les accompagne, s'il le faut, à être formés. C'est ça. Donc, pour moi, être un peu plus indépendant, un peu plus autonome, Mhm. et surtout mettre en valeur nos talents locaux Mhm. et réussir à les payer à la hauteur Si, de c'est leurs très important. compétences. Espérons qu'il y ait voilà, une forme de dynamisme sur le marché. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de mines qui arrivent. Mhm. Donc, c'est quoi leur philosophie en termes de compensation, en termes de salaire? Les mines seront obligées petit à petit de... Voilà, il va y avoir la compétition, etc. Donc, qu'on soit dans un écosystème où travailler dans les mines, c'est une fierté, ça l'est déjà, hein. Moi, franchement, ça l'est déjà. Mais que ça soit différent, que ce soit encore mieux et qu'on ait cette indépendance-là de ne pas forcément être obligé de sortir de la zone Ouest Africa ou même de la zone Afrique pour trouver des bons talents. Merci beaucoup. Alors, dernière question, quel est ton mantra? Quelle est la phrase phare que tu te répètes quand vraiment ça va pas ou Mhm, quand tu as besoin de t'auto-motiver? Quelle est mhm. cette phrase-là? Je pense même pas que c'est une phrase, je pense que c'est un état d'esprit. Ok. Euh, je me dis que ça va forcément bien aller à un moment. Ok. Les moments où ça ne va pas, ce sont des phases, ce sont des saisons, mais qui ne demeurent pas. Mhm. Moi, ce que je me dis toujours, c'est que si tu te retrouves dans une situation difficile, pose-toi la question à savoir pourquoi tu es dedans. Ok. Qu'est-ce que tu dois apprendre? Parce qu'on a tendance à dire que c'est l'autre, il m'a fait ci, c'est l'autre qui a fait ça, elle m'a pas comprise, ou bien elle m'a pas compris, ou bien il était dur avec moi, j'ai pas eu telle promotion. Mais en réalité, quelle est toi, C'est ça. ta part dans cette situation-là où en réalité, peut-être que la vie, Dieu veut te pousser toi-même à te remettre en question C'est ça. et à apprendre. Donc, le plus vite tu apprendras ce que tu as besoin d'apprendre dans cette situation, et le plus vite la situation difficile va être terminée. Mhm. Donc, dès que je me retrouve dans une difficulté, je me dis, OK, si ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. Mhm. Donc, on fait stop, on recule un peu, on analyse la situation et tu essaies de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, ou bien qu'est-ce que tu n'as pas fait de correct. Et tu vas voir que quand tu vas te poser la question, la réponse sera beaucoup plus évidente que ce que tu imagines. Et tu vas voir qu'en 2 temps, 3 mouvements, la situation va se régler. Donc, moi, en général, je ne suis pas quelqu'un qui panique. C'est vraiment pour que je puisse paniquer. C'est que, Mhm. c'est vrai. Parce que je me dis, j'arrive à gérer les choses. Souvent, les gens vont te dire au travail que, mais panique jamais. Elle est jamais stressée, elle est jamais fâchée. Parce que j'ai vu tellement de scénarios où je C'est ne ça. panique plus comme avant. Et c'est vrai qu'il y a l'expérience aussi qui joue, on Mhm. va pas se mentir, mais il y a l'état d'esprit qui fait toute la différence. C'est Toute ça. la différence. Il y en a qui sont naturellement stressés, il y en a qui Oui. sont naturellement peureux, il y en a qui sont naturellement... Voilà. Et moi, je sais pas mon tempérament, en fait. Donc, ça fait Ok. que, naturellement, je vis le moment, j'accepte la difficulté, Mhm. j'espère que ça va pas durer, Mhm. j'essaie de voir ce que j'ai pas fait et puis j'avance. Wow. Ok. Je suis vraiment très
coacher aujourd'hui. Et c'est un plaisir si je peux aider. Et c'est, comme je dis, je le fais tellement naturellement que même sur LinkedIn, des fois, il y a des jeunes qui viennent me voir, qui me parlent. Et c'est quelque chose que j'ai eu à faire d'ailleurs dans ma carrière. Quand je suis arrivée du Canada, je faisais en fait de la consultation pour le développement de carrière, changement de carrière, réorientation de carrière. Et j'ai même fait des coachings sur le retour au pays. Quand tu viens, par exemple, de l'Europe versus de l'Amérique, la réalité sur ta réintégration n'est pas la même. C'est ça. Donc, j'ai eu à donner aussi des petits coachings comme ça parce que je fais partie de ces personnes qui, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je suis venue une première fois et puis je suis repartie, j'ai fui. Si, je ne l'ai pas dit. ok. J'ai parlé, je suis arrivée à la fin, mais n'étant pas suffisamment préparée pour le retour, je me suis cogné la tête quand je suis rentrée. Parce que quand je suis partie, j'étais trop jeune, j'idéalisais mon pays. C'est ça. J'idéalisais. Et quand je suis revenue, je me suis retrouvée dans la maison familiale en étant moi-même la personne qui devait gérer le personnel, gérer la belle famille, gérer... Attends, moi, je viens du Canada, là-bas, là, chacun fait ses choses. C'est ça. Donc, c'est vrai que j'ai aussi eu à coacher. Donc, c'est-à-dire que ça me fait plaisir de donner ce que j'ai reçu. Et pour ceux qui nous écouteront aussi, s'il y a des gens qui ont besoin de petits coachings ou quoi que ce soit, je pense que un de mes objectifs aussi dans la vie, c'est de pouvoir redonner ce que j'ai appris et d'aider en fait à faire en sorte que notre pays et les jeunes de notre pays soient capables de comprendre où ils vont, ce qu'ils doivent faire pour y arriver, comprendre les subtilités du marché. Et donc, voilà, si je peux aider, écoute, c'est un plaisir. Bon, je serai la première sur la liste. Ça marche, avec plaisir. Alors, Olivia, merci beaucoup. On a fini. Est-ce que tu as un dernier mot? Alors, merci à toi, Laure. J'aimerais quand même dire un petit mot sur notre échange aujourd'hui, sur ton initiative, parce que pour moi, c'est important qu'il y ait des gens que la vie a choisi pour mettre en lumière justement ces personnes qui sont entre guillemets des fois dans l'ombre ou bien sûr des métiers qui ne sont pas toujours bien compris. Et le fait que tu aies reçu en fait, on va dire ce don ou bien cette lumière de penser à faire un projet pareil et de le faire naître, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Donc, j'aimerais vraiment te féliciter parce que j'ai été surprise, mais j'étais très contente de voir en plus que ce soit une femme qui fasse ça. Merci. Je vois la petite tasse au cœur des mines avec le minier dessus, il est noir. Je trouve ça intéressant. Et donc, mon mot de la fin, ça sera pour toi parce que je pense que les autres, ils ont écouté un peu ce que j'avais à dire de mon parcours. Ils vont s'en inspirer. Ils peuvent me contacter. Mais je pense que le mot de la fin, je vais le garder pour toi en te félicitant simplement pour ce que tu es en train de faire et ce que tu vas continuer à faire. Et je pense que tu vas avoir de plus en plus de gens qui vont te soutenir, te féliciter. Et puis, tout ce qu'on pourra faire pour t'aider, pour ceux qui sont dans les mines, on le fera. Félicitations encore. Olivia. Merci infiniment. En tout cas, j'étais très heureuse de te recevoir. J'ai appris énormément. Et c'est clair que je vais regarder maintenant les ressources humaines avec beaucoup de bienveillance. Dieu merci. Si. On espère que tu vas revenir une prochaine fois, peut-être avec quelqu'un, ça dépendra. Mais ce que tu nous as expliqué aujourd'hui, moi particulièrement, ça m'a aidé à mieux comprendre certains événements, par exemple, que j'avais vécus, avoir la lumière sur des événements et, comme tu dis, mieux comprendre le système et aussi les ressources humaines. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. En tout cas, c'est sûr que je n'ai plus jugé les responsables des ressources humaines et je vais regarder avec beaucoup plus de bienveillance. Merci aussi à vous d'avoir pris le temps de nous suivre. Et tout ce que je vous souhaite, c'est de partager cet épisode avec tous vos collègues pour qu'ils puissent mieux comprendre le métier des ressources humaines et aussi comprendre le système dans lequel on évolue au cœur des mines. Alors, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Continuez de liker, de partager et de commenter. D'ici là, happy day, happy mining. Merci.